Je vais te laisser. Vous m'entendez bien? C'est bon. En général, on me dit que j'ai la voix qui porte. Donc. Du coup, je suis... Ah oui, je veux bien la télécommande. Ouais. Hop. Je vais mettre ça là. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Yann Boulestro. Je suis doctorant en agronomie au laboratoire éco-développement, encadré par Mireille Navarrete, que vous avez entendu juste avant. Donc, c'est pour ça qu'elle me charriait un peu tout à l'heure. Et du coup, je vais vous parler de ma thèse. Et je voudrais rebondir sur ce que vous a présenté Mireille et ce qu'ont dit Mireille et Marc, où ils vous disaient que certes, on cherche à accompagner les agriculteurs pour qu'ils transforment leurs pratiques et pour qu'ils aient des pratiques qui soient adaptées à leur contexte. Mais comme le disait Mireille, c'est pas si simple parce qu'ils ont des contraintes qui sont liées aux partenaires, par exemple, avec lesquels ils travaillent. Donc Marc prenait l'exemple des metteurs en marché, ceux qui vont acheter les produits des agriculteurs. Ça va conditionner finalement leur choix, parce que s'il y a un grossiste qui n'achète les salades, qui ne veut des salades qu'en décembre, ben le maraîcher va pas pouvoir forcément produire et filer ses salades en décembre, à un autre moment, en juillet par exemple. Et du coup, je vais vous parler de l'accompagnement du secteur maraîcher pour faciliter la transition vers l'agroécologie, en vous expliquant le cas de la gestion des nématodes en maraîchage sous abri, qui est mon cas d'étude dans le cadre de ma thèse. Donc les nématodes, Mireille en parlait tout à l'heure, c'est ces petits ravageurs, donc ces petits vers qui sont dans le sol et qui rentrent dans les racines des plantes et qui, du coup, les empêchent, vont se nourrir de leur sève et les empêchent de se nourrir et de faire des fruits, et donc limite les rendements. Et tout d'abord, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on ne produit pas de choux? Pourquoi est-ce que le chou, c'est pas l'icône dans les productions dans le sud-est de la France, en Provence? Il fait trop chaud? Il fait trop sec? Alors moi je travaille sous abri, donc du coup il pourrait faire trop chaud, mais trop sec, il y a l'irrigation qui est la l'humidité est complètement contrôlée. Ouais. Donc du coup il y a la nature du sol qui est proposée aussi. Je vais répondre après. Il y a d'autres idées? Est-ce que les gens ils aiment pas ça? La choucroute c'est quand même pas un produit du sud-est. faut pas abuser. On n'est pas en Alsace, ouais. Donc c'est pas tout à fait ça. Alors donc il y a des raisons pédoclimatiques, donc liées au climat et à la nature du sol, qui font que éventuellement c'est moins intéressant, moins productif de le faire dans le sud-est peut-être. Mais surtout, en fait, le chou il est majoritairement en France produit dans le nord-ouest. C'est vraiment un produit de Bretagne. Ils sont très bons à faire du chou. Et du coup, ils prennent tous les marchés. Et du coup, pour un producteur qui voudrait diversifier ses rotations dans le sud-est de la France, en mettant du chou, parce que ça va pas être hôte d'un ravageur quelconque, il aurait bien du mal, s'il produit des gros volumes, parce qu'il ne trouverait pas de grossistes pour lui en acheter. Et du coup, actuellement, si on veut introduire du chou dans les rotations, c'est surtout ce frein-là qu'on rencontre. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, bon, je voulais dire deux mots sur le fait que, comme disait Marc et Mireille, on a une recherche impliquée. On est motivé par essayer de faire évoluer les pratiques vers des pratiques qui sont plus écologiques. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal occupé dans le cours de ma vie. Je voulais un peu sauver le monde quand j'avais 10 ans. Et après, j'ai voulu faire du développement durable. Et puis, j'ai fini par tomber dans l'agroécologie au cours de mes études. Et ce qui m'intéresse pas mal dans la thèse que je fais actuellement, c'est pourquoi je l'ai faite, c'est que je trouve qu'il y a un bon équilibre entre science et action, à travailler avec les acteurs et puis participer à faire évoluer quelque chose dans la société qui est essentiel. C'est produire de la nourriture, donc alimenter les gens, mais les alimenter sans nuire à l'environnement et sans nuire à leur santé non plus. On se rend compte, donc
je vais donner un exemple de blocage qu'il y avait dans les changements de pratique avec mon histoire de chou. Au niveau des pesticides, il y a un programme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le programme Ecophyto qui visait à réduire les pesticides par 2 entre 2008 et 2018. Au final, on a augmenté notre utilisation de pesticides en France sur ce temps-là, sur ces 10 ans, alors qu'on voulait les diviser par 2, donc vous voyez qu'il y a quand même vraiment un gros écart. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ? Est-ce que vous avez des idées de raisons qui pourraient expliquer ce si gros écart ? Pardon, une promotion ? Ah, une promotion sur les pesticides, genre Monsanto a dit bon, je voulais Brad avoir 50, ça va le faire. Allez-y. Peut-être qu'on a été face à des cas où on n'avait pas prévu qu'il y aurait des maladies de grande envergure ou quoi, et que du coup on a dû en utiliser plus sur les cultures, non ? Je sais pas. C'est en tout cas On s'y attendait pas, une peut-être. proposition. Je vais répondre après, comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Les plantes sont de plus en plus résistantes. Tu veux dire les ravageurs ? Les ravageurs sont les maladies, ce genre de choses, c'est de plus en plus résistant ? D'accord. J'ai un truc là. On n'a pas de vraies alternatives aux pesticides. Alors, ça fait peut-être partie des causes, ce que vous avez dit. Bon, il n'y a pas d'alternative à certains pesticides, ça peut être une des causes. Mais pour moi, alors après je parle sous le contrôle de mes collègues, mais pour moi c'est pas la cause majeure. La cause majeure c'est qu'il y a on a un système d'acteurs qui travaillent ensemble et qui est un peu verrouillé autour de l'utilisation de ces pesticides. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé tout notre système agricole autour de la possibilité d'utiliser ces pesticides depuis 50 ans. Et en fait, c'est pas si facile que ça en 10 ans de changer un système qui s'est mis en place pendant 50 ans. Alors pourquoi ? Parce que on a spécialisé, par exemple, les productions maraîchères dans le sud-est de la France sur un petit nombre de cultures. Mireille en parlait. Comment est-ce qu'on a pu faire ça ? Parce qu'on avait des pesticides pour détruire les ravageurs qui, sans pesticides, pulluleraient dans ce type de système, puisque c'est toujours les mêmes familles de plantes qui reviennent. Et sauf que maintenant, les grossistes, ils ont développé des systèmes commerciaux qui sont adaptés à ces gros volumes de production. Et du coup, si on leur dit arrêtez tous vos pesticides, ou diminuez tous vos pesticides par 2, ils sont là, oui, mais en même temps, il faut quand même que je continue à fournir mes tomates à mon grossiste. Et donc, ils sont un peu bloqués. Et du coup, c'est pour moi cette raison-là, plus ce qu'on appelle du coup un blocage social et technique qui explique le fait qu'on n'a pas réussi en fait à diminuer, parce que ça se joue pas juste au niveau de la production, ça se joue au niveau de tout le système d'acteurs. Hop. Du coup, je vais prendre pour illustrer ça, je vais vous présenter rapidement ce sur quoi je travaille. Donc, comme je vous le disais, moi je travaille avec les nématodes. Alors, les nématodes, donc Mireille en parlait un peu tout à l'heure, pour les gérer, ouais, ça marche. Pour les gérer, si on ne veut pas utiliser de pesticides, on peut mettre du fumier ou de la matière organique fraîche qui va booster des gentils nématodes ou d'autres organismes qui vont venir les manger ou les empêcher de se reproduire. On peut décaler la culture pendant une période où les nématodes ne sont pas actifs, donc les salades par exemple, on peut les mettre en hiver. On peut mettre dans la rotation des cultures qui ne sont pas sensibles aux nématodes, comme l'oignon. On peut mettre une bâche plastique sous serre, ça va faire monter le sol en température et ça va tuer les nématodes, mais pas seulement. Et puis, en combinant tout ça, on peut espérer avoir des salades et des tomates qui se portent bien. Vous voyez, la tomate à droite, elle a l'air un peu mieux que la plante de tomate à gauche. Donc, l'idée, voilà, c'est de combiner tout ça. Sauf que, comme je vous le disais, c'est pas si simple de changer ces pratiques et en particulier de combiner tous ces leviers. C'est nécessaire pour être aussi efficace que les pesticides ou pour réussir à contrôler, disons, plutôt les nématodes
mettre leur niveau de dégâts en dessous d'un seuil qui est acceptable pour le producteur. Mais c'est pas si simple parce que, par exemple, pour le fumier, il faut avoir une machine qui s'appelle l'épandeur. Il faut trouver un fournisseur. Pour mettre l'oignon, il faut trouver un client qui veut vous acheter de l'oignon dans le sud-est de la France. Alors, c'est pas, peut-être pas aussi difficile que le chou, mais pas loin. Et puis, peut-être que votre client, comme je vous disais, il veut peut-être pas de la salade fin octobre, il en veut peut-être à un autre moment. Et puis il y a les conseillers aussi qui jouent un rôle, les conseillers des agriculteurs qui leur parlent pas forcément de toutes ces techniques alternatives. Alors maintenant de plus en plus, mais pendant un moment ça a quand même été, ça a pu être un frein. Et donc du coup finalement le blocage il est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette relation entre tous ces acteurs. Du coup mon travail de thèse, la première partie ça a été c'est de comprendre ces blocages. Du coup, pour ça, je suis allé enquêter 30 personnes, j'ai participé à des réunions d'acteurs, j'ai lu un certain nombre d'articles et j'ai combiné un peu toutes ces informations-là à travers un cadre, une grille d'analyse et ça m'a permis d'en déduire, d'identifier les blocages qu'il y avait et puis les verrouillages au changement. Et ensuite, la suite de ma thèse, j'ai déjà commencé et puis je vais continuer là encore pendant 1 an et demi. C'est de concevoir avec les acteurs, donc avec grossistes, maraîchers, conseillers, des stratégies agroécologiques qui permettent de lever ces blocages dont on a parlé, de déverrouiller le système. Donc je fais ça en simulant du coup l'exploitation et puis ses relations avec les autres acteurs. Donc l'exploitation maraîchère, là vous avez une succession de cultures. Et puis là vous avez la relation avec les autres acteurs. Donc là c'est le grossiste par exemple, là-bas c'est Carrefour. Il y a les conseillers, etc. Donc je pose ça autour de la table et on réfléchit avec les acteurs à comment est-ce qu'on peut changer ce système-là. Donc du coup ils ont des cartes, ils ont plein de petits jouets rigolos pour faire évoluer ce système. Et ça nous permet à la fois de reconcevoir le système, de reconcevoir des stratégies un peu sur papier, et puis de les évaluer aussi grâce à leur expertise, grâce à l'expertise des acteurs. Donc pour vous donner des exemples de stratégies qu'on a pu développer, donc par exemple, les producteurs me disaient on n'a pas d'épandeur. Au final, il y a des solutions ou des idées de solutions qui ont pu émerger que de partager un épandeur, donc d'en acheter un en commun. Et puis de combiner ça avec effectivement mettre de l'oignon dans la rotation et négocier avec le grossiste pour que le grossiste prenne ses oignons potentiellement en le valorisant mieux grâce à une certification de je travaille bien avec mes agriculteurs par rapport au sol. C'est des choses qui ont émergé de mes ateliers de conception. Et puis pour la suite, j'ai travaillé à affiner les stratégies, du coup, ces stratégies de gestion dont on a parlé, évaluer ces stratégies, donc voir si elles sont efficaces par rapport aux nématodes, si elles respectent les contraintes des acteurs aussi. Et puis ensuite, mais ça je pense que ce sera pas forcément moi qui le fera, voir comment les acteurs se sont appropriés ces stratégies qu'on a un peu conçues sur le papier et ont fait évoluer du coup leur système et ont effectivement fait évoluer leur pratique à la fois au niveau des producteurs et au niveau des relations entre les producteurs et les grossistes ou autres acteurs. Voilà, moi j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Je voulais savoir si les blocages qu'il y avait, c'était lié aux stratégies de commercialisation des maraîchers ou si c'était lié à d'autres facteurs que, du style, c'est des maraîchers qui ont toujours fait ça et du coup ils continuent de cette façon, ou c'est plutôt lié au fait que voilà, ils ont cette stratégie de commercialisation via un grossiste et pas via d'autres circuits, par exemple des circuits plus courts. Alors, donc ça dépend des maraîchers. Moi, je travaille avec des maraîchers qui sont pas en circuit court, qui sont du coup dans ce qu'on appelle des circuits longs. Donc, qui passent par des grossistes ou des expéditeurs qui vont ensuite commercialiser leur production via des grandes surfaces ou les envoyer en Allemagne. Et du coup, les blocages que j'ai identifiés pendant mon travail,
il y en a donc sont multiples, il y en a qui sont liés à la commercialisation. Un truc qu'on retrouve beaucoup en conventionnel, par exemple, c'est que pour rentrer dans le marché, en fait, pour réussir à vendre vos tomates, si vous êtes un producteur de tomates, un gros maraîcher, il faut que vous en produisiez un certain volume pour que ce soit intéressant pour le grossiste de venir acheter chez vous. C'est des questions de rendement d'échelle. Et du coup, si vous n'avez pas beaucoup de terre, donc si vous êtes limité en surface, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes obligé de produire quasiment sur toute votre surface des tomates, parce que sinon vous n'allez rien réussir à vendre. Et donc du coup, vous êtes forcément coincé dans un système spécialisé. Alors après, on pourrait aller voir ce maraîcher et lui dire pourquoi est-ce que tu ne vends pas en circuit court, ça marche super bien, tu fais des paniers et tout. Sauf que dans ce cas-là, le maraîcher il répond oui, sauf que passer 1,5 hectare de serre en circuit court, j'ai intérêt à avoir un paquet de monde qui vient m'acheter des paniers parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais après, il y a d'autres freins. Il va aussi dire oui, mais moi je sais produire que des tomates. Aller produire 20 autres espèces, je vais pas y arriver. Il va aussi dire, je donnais un exemple tout à l'heure, tu me proposes de mettre du fumier, sauf que moi j'ai pas je trouve pas de fumier dans la région, je vois pas où est-ce que je peux me fournir, et en plus j'ai pas d'épandeur pour le faire. Donc il y a tout un tas de blocages, mais en fait le verrouillage est beaucoup hérité de ce système où on utilisait beaucoup d'intrants, donc à la fois des fertilisants chimiques et des pesticides, et où on continue pas mal à le faire. Une autre question ? Oui. Il me semble qu'un jour on m'a dit que les coopératives sont aussi celles qui fournissent les intrants aux agriculteurs. Du coup je me disais, outre les acteurs du modèle agricole, est-ce qu'il n'y a pas aussi la législation qu'il faudrait changer, dire séparer ces deux pôles-là, que ceux qui fournissent le conseil ne soient pas aussi ceux qui fournissent les intrants, parce qu'il y a un biais quand même là-dedans, non ? Ouais, alors cette loi, elle est passée, ou en train d'être passée, elle vient de passer. Donc la séparation du conseil et de la vente d'intrants, c'est du coup, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà mis en œuvre ou, je pense la loi a été votée, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle prend action. Okay. Bon, on n'en sait pas. Il faut regarder sur Google. Encore une question ? Non ? Peut-être qu'on peut passer du coup avec... Il y a quelqu'un derrière. Pardon, je ne l'avais pas vu. Est-ce que tu peux légèrement t'avancer ? Ouais. Bonjour. Alors moi Bonjour. en fait, je suis pas sûr que tu pourras répondre vraiment à ma question. Peut-être l'un de tes collègues, parce qu'elle est assez particulière. Ça concerne en fait la commercialisation des semences. Ouais. Alors je sais qu'elles sont interdites en fait si elles sont pas dans en faisant des petites recherches, elles sont interdites si elles sont pas dans un catalogue. Ouais. Donc si elles sont pas homologuées. Et ça paraît relativement quand même assez aberrant de ne pas pouvoir comme ça juste échanger des semences ou de les vendre. Et il y a des raisons sanitaires qui sont mises en avant, mais est-ce que ça cacherait pas en fait des intérêts industriels, des choses comme ça ? Et je voudrais savoir est-ce que scientifiquement il y a vraiment des craintes, est-ce que c'est justifié c'est-à-dire qu'il y a vraiment des craintes sanitaires justifiées ou non ? Voilà, c'est ça. Merci. Alors j'ai donné un premier élément de réponse, puis après je donnerai le micro à mes collègues pour compléter. Initialement, ça a été développé du coup après la Seconde Guerre mondiale parce qu'on a beaucoup travaillé à l'amélioration des variétés, et du coup c'était pour avoir des semences dont on était vraiment sûr de la qualité, et avoir des semences qui sont à haute capacité de rendement, et où si le producteur achète ça, il sait que ça va bien produire, quoi. Donc on hérite vraiment de ce système maintenant. Alors après, je sais qu'actuellement, il y a quand même des exceptions avec des semences population, par exemple, ou ce genre de choses. Et là, je vais passer éventuellement le micro à mes collègues si vous avez plus d'éléments de réponse que moi. Non, c'était pour préciser, parce que vous avez dit aussi échange. En fait, l'échange est autorisé. C'est l'achat, en fait. Enfin, c'est toutes les situations de vente, en fait, qui sont interdites. Et c'est pour ça qu'il y a des procès. Par exemple, Cocopelli est régulièrement en procès... plutôt l'État est régulièrement en procès contre Cocopelli, parce que Cocopelli fait de la multiplication de semences qui ne sont pas nécessairement homologuées via le système
du CNIS, en fait, du catalogue, le fameux catalogue. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème parce que, en fait, il y a plein de variétés anciennes. En fait, on a réduit le nombre, la diversité génétique. Et aujourd'hui, si on veut aller vers l'agroécologie, il faut réintroduire de nouveaux gènes qu'on a abandonnés. Alors, les scientifiques le font, enfin, les généticiens le font, mais les agriculteurs pourraient le faire aussi. Et ça, c'est un vrai frein, effectivement. Donc là, on est dans les verrouillages dont a parlé Yann tout à l'heure. On est dans des verrouillages de type réglementaire, quoi. Et il faut aussi les faire sauter, essayer de les faire sauter. Tu veux compléter ? Oui, enfin, une toute petite précision complémentaire, c'est que la différenciation des espèces fait partie des critères qui permettent de les sélectionner. Mais différenciation au sens, comme l'a dit Mireille, de productivité, des variétés, de productivité, de résistance aux maladies, etc. Quand on veut réutiliser des variétés anciennes, forcément, elles n'ont pas ces critères-là, puisque les nouvelles sont construites par-dessus en ajoutant des propriétés particulières. Voilà. Et c'est ça qui fait cette difficulté à retrouver les variétés anciennes. Ensuite, cette histoire de catalogue et d'homologation, il faut aussi se souvenir qu'elle a été faite pour éviter, à une époque où on était dans une logique de croissance, pour éviter une distorsion de concurrence. C'est une chose dont on parle aussi sur les produits finis de l'agriculture, la distorsion de concurrence. La limitation des usages de pesticides, c'est régulièrement sur le tapis, comme ça met les agriculteurs français en difficulté par rapport à des pays où il y a plus d'autorisation d'usage, par exemple. Voilà. Donc le catalogue, il a à la fois cette vertu de réguler le commerce, mais aujourd'hui, où les critères qu'on aimerait pouvoir utiliser dans la sélection ne sont pas ceux du catalogue, il est en défaut. Voilà. Et ce n'est pas seulement des critères sanitaires. Est-ce qu'il y a encore une question ? Quelqu'un veut donner encore des précisions sur la question ? Non. Dernière question peut-être pour Yann ? Non ? Du coup, on peut peut-être passer à notre dernière intervenante que je vais laisser se présenter. Ouais. Bonjour. Malheureusement, j'ai pas le même ton de voix de Yann. Du coup, ça va être. Dites-moi quand on n'entend rien de tout et j'essaierai de faire au mieux. Ah ouais, ça c'est mon maximum là, par contre. Prova. Ça. Bon, ça marche. Bonjour, bonsoir. Moi, je m'appelle Martina Toscano et comme Yann, je suis aussi en thèse au laboratoire éco-développement de l'INRA d'Avignon. Et je fais une thèse qui porte sur la transition des systèmes alimentaires territoriaux vers des modèles plus durables. Qu'est-ce que c'est un système alimentaire territorial ? En fait, on peut le définir de manière très large comme un système, un ensemble d'acteurs au sein d'un même territoire. Le territoire, c'est une entité assez variable. En fait, ça peut être autant une entité géographique comme une région ou aussi une entité politique telle qu'une agglomération ou une ville. Et en fait, c'est un ensemble d'acteurs au sein de cette unité géographique qui se coordonnent et se mobilisent afin de produire, distribuer, avoir accès, consommer leur propre nourriture. Et bien, il se trouve que depuis quelques décennies, en fait, il y a une sorte d'attente sociétale qui se développe de plus en plus. Et en fait, il y a plein d'initiatives qui naissent et se développent à l'échelle, surtout à l'échelle nationale, on va dire. Et en fait, qui voit l'interaction entre des acteurs, les politiques publiques, les acteurs économiques, les agriculteurs ou autres, mais aussi de la société civile. Il y a des associations, des consommateurs lambda qui bougent et qui font des choses. Et souvent, en fait, ces nouvelles initiatives ont un peu le but vise à reconnecter deux acteurs qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils sont de plus en plus éloignés, c'est-à-dire les producteurs et les consommateurs. Et bien nous, dans le cadre de ma thèse, on se questionne du coup qu'est-ce que ces nouvelles initiatives apportent
parce que souvent, en fait, elles ont visé environnementale, aussi de santé, parce qu'on se rend compte que les pesticides, c'est pas si bien que ça, etc. Et vous avez peut-être entendu parler des AMAP, des supermarchés de consommateurs. Il y a plein d'initiatives en fait qui naissent et qui se développent. Et dans le cadre de ma thèse, en fait, on a choisi 2 territoires. Il s'agit d'une ville dans les Alpes-Maritimes et d'une agglomération dans l'ouest varois qui s'appelle Provence Verte. La ville s'appelle Moins-Sartoux. On les a choisis parce que c'est des territoires, on va dire, qui ont déjà démarré une politique autour de l'alimentation qui est assez innovante. Et du coup, on veut voir, en fait, dans ces contextes-là, quelles sont les initiatives qui sont autour de l'alimentation et qui visent à essayer de développer cette durabilité, soi-disant, et de promouvoir du coup une alimentation plus durable. Et du coup, on regarde qui porte ces initiatives, comment ces acteurs se coordonnent entre eux, et les moyens qui déploient pour arriver à leurs objectifs, mais aussi comment, via ces initiatives, en fait, ils peuvent aussi solliciter des apprentissages auprès d'autres acteurs que au début peut-être n'étaient pas si convaincus que ça par le manger bio, par le manger local, consommer mieux autrement, etc. Concrètement, pour essayer de mieux vous faire comprendre qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, mais pas que, je vais vous proposer en fait des photos, mais qui ne viennent pas. C'est 2 photos, bon ça c'est une autre après. C'est des photos qui ont été prises pendant une initiative que je suis, ça c'est dans la ville de Moins-Sartoux. Et c'est un jeu qui s'appelle Défi Famille Alimentation Positive et qui, très brièvement, c'est un jeu qui déroule sur toute l'année scolaire. Et l'objectif de ce jeu, c'est d'accompagner des familles pour les aider à mieux consommer, entre guillemets, c'est-à-dire plus local, plus bio, diminuer les déchets alimentaires, etc. Sans augmenter le budget qu'ils dépensent en fait tous les mois pour leur propre alimentation. La méthode que j'utilise à peu près dans toutes mes enquêtes, c'est quelque chose de très classique en sciences sociales, c'est-à-dire des entretiens qualitatifs que j'ai fait avec les acteurs que j'enquête et de l'observation participante, pardon. C'est-à-dire que je suis présente pendant les temps de ces ateliers. J'observe en fait ce que les gens se disent, le contenu de leurs échanges, les interactions, comment ils bougent aussi dans l'espace, et je prends note. Et pour faire tout ça, j'utilise des outils très sophistiqués, notamment un dictaphone. Voilà, un cahier, un stylo, quoi. Et là, pour le coup, c'est un exemple d'un atelier, en fait. C'était un atelier où on allait, en fait, tous préparer un repas à base de protéines végétales, où, en fait, l'animatrice Pascaline, qui est là et qui animait, c'est une chef, en fait, qui animait le jeu, nous présente et nous explique comment pouvoir travailler les protéines végétales pour substituer les protéines animales. Et voilà, du coup, le principe de ces temps, par exemple, c'est qu'on travaille tous ensemble. Du coup, il y a un sort d'apprentissage qui passe par l'expérience. Il y a un échange de contenu qui s'est fait parmi tous les participants qui sont là. Chacun échange ses propres astuces. Il s'est dit comment tu fais pour faire ça et tout. Et après, j'ai ajouté à la fin, on va faire une tarte de lendemain. Parce que, en fait, ça c'est pour passer surtout à la prochaine photo. En fait, la tarte du lendemain, c'était pour souligner le fait que, comme beaucoup d'entre nous, en fait, il y a on a des pratiques au quotidien.
Et c'est très complexe en fait de pouvoir changer soudainement de pratique parce qu'on a des résistances en fait qui sont dues à nos routines quotidiennes, mais aussi à notre environnement social. Voilà, il y a des c'est pas évident en fait de dire du jour à lendemain je change de pratique, je mange mieux, je consomme mieux, j'achète chez le producteur, non. Du coup là c'est le témoignage de Magali qui disait en fait voilà je fais les courses au supermarché plutôt qu'à la MAP ou chez le producteur parce que j'ai pas le temps, j'ai 2 gosses, c'est comme ça, c'est la vie de la plupart des foyers français aujourd'hui. Et du coup, tout ça pour dire, c'est que voilà, il y a des résistances. Et nous, via, moi et ma directrice, qui est Claire, je l'ai pas dit, mais bon, elle est pas là. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de se poser les questions, de se poser la question de comment on peut contourner ces résistances au changement de pratique. Comment on peut faire avec ces contraintes, parce que là, elle est en train, via son témoignage, de nous expliquer, d'expliciter ces contraintes, c'est-à-dire elle n'a pas le temps, c'est comme ça. Parfois, c'est plutôt des problèmes au niveau économique ou plutôt de temps, d'organisation, la famille, voilà, etc. Et voilà, du coup, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ma thèse. Et tout ça pour dire qu'en fait, il y a plein de voies possibles en fait comme voie de transition vers une alimentation plus durable. Il n'y a pas une bonne voie et c'est là tout l'intérêt en fait de se poser ces genres de questions et d'essayer d'analyser et voir encore et côtoyer ces gens-là en fait, les consommateurs ou les politiques publiques, les élus en fait, le commerce, le producteur, pour voir quelle voie de transition peut y avoir à l'échelle d'un territoire donné, parce que chaque territoire il a une spécificité qui est propre à lui et du coup il faut penser un système alimentaire qui soit en cohérence avec le profil du territoire. Et en plus tout l'intérêt en fait de observer, d'être présent dans le cadre échangé et enquêter ce qu'ils font les gens, c'est aussi parce que c'est les gens qui font la transition, c'est les gens qui œuvrent, qui pensent, qui perçoivent et qui veulent agir pour la transition. Et que c'est souvent les gens qui en fait sont les clés et nous on est là souvent pour essayer de faire prendre du recul et peut-être trouver de voies de blocage, de verrouillage. Voilà, je pense que j'ai fini, mais si vous voulez... Du coup, s'il y a des questions... Aucune question. Non ? Oui. Rebonjour. Alors cette fois-ci, moi, je voudrais en fait poser une question à propos du goût. En fait, c'est parce que, alors est-ce que globalement dans l'agriculture et surtout en France, est-ce qu'il n'y a pas eu un sacrifice en fait du goût des aliments dans des objectifs de productivité? C'est une intuition, un ressenti comme ça que j'aurais, parce que c'est vrai que quand on achète en supermarché, etc., les légumes, les tomates, c'est du carton, ils n'ont pas de goût, ça a perdu en goût, et c'est vraiment, il y a une comparaison, c'est flagrant quand on mange des tomates ou qu'on fait pousser soi-même, quoi. Donc c'était voilà, pour savoir quelle est l'origine du fait que beaucoup d'aliments n'ont plus de goût. Est-ce qu'il n'y a pas cause voilà, c'est ça. Merci. En fait, je pense qu'il y a toute une littérature sur notamment les propriétés organoleptiques, tout ça. Après, c'est intéressant parce que souvent dans les initiatives que j'enquête, surtout dans une tranche d'âge, on a des gens qui retournent, je sais pas, acheter chez les producteurs ou qui font partie d'une AMAP ou qui, voilà. Souvent, ils mobilisent la question du goût parce que c'est souvent des gens qui ont, quand ils étaient petits, via le potager, via des circuits, ce qui était il y a quelques décennies, c'était la réalité. Et du coup, ils retournent en fait à ces... sûrement, c'est une dimension très importante, le goût.
Et je pense que les nouvelles générations, souvent, on est formaté sur d'autres goûts, en fait. Sur le goût... souvent, ça ne nous dérange pas d'acheter les tomates au supermarché qui ont poussé hors sol en Espagne, parce que si on ne connaît pas un autre goût, c'est complexe de faire une comparaison. Mais il y a des gens qui mobilisent cet argument, et effectivement, les goûts changent. Je voudrais apporter une petite précision plus agronomique, quoi, en fait, puisque Martina là vous fait une réponse en termes de comportement en fait des gens. Sur le plan génétique, en fait, quand on a sélectionné des variétés pour leur résistance là depuis des dizaines et des dizaines d'années, pour leur résistance aux maladies. En partie, et puis et surtout pour leur aspect visuel. Donc avoir des tomates bien rouges. Avant, les tomates, il y avait ce qu'on appelait au niveau du collet, c'était vert. Bon voilà, il y avait toujours une partie verte de la tomate restait toujours en partie verte. Ça plaisait pas aux gens. Donc maintenant on a des tomates uniformément rouges. Voilà, bon, on a des pommes qui sont de couleur homogène, etc. Et donc en fait, quand on sélectionne des gènes pour l'aspect visuel, en fait, on perd d'autres gènes. Donc soit on perd des résistances aux maladies, soit on perd les aspects gustatifs, quoi. Et là, aujourd'hui, maintenant, les sélectionneurs, enfin voilà, le message est passé. On a compris que les consommateurs sont en recherche de goût. Donc il y a à nouveau une sélection sur des critères gustatifs. Après, il y a un autre facteur qui est... le goût, en fait, c'est lié donc d'une part à la dimension génétique, d'autre part aux pratiques, la façon de conduire les cultures. Et plus on produit hors saison, donc on avait cette discussion tout à l'heure là, à la table, voilà, quand on achète des tomates en janvier ou en février, elles sont produites hors sol, à un moment où il n'y a pas beaucoup de rayonnement solaire, et donc c'est normal qu'elles n'aient pas de goût. Voilà, donc il y a un peu puis après il y a des pratiques culturelles, la façon de fertiliser, la nature du sol, tout ça, ça va jouer aussi sur le fait qu'il y ait plus ou moins de goût, quoi. Mais ce que je veux dire, attends, je te passe. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi, on est aussi un peu responsable en tant que consommateur du fait que les légumes n'ont plus de goût par nos façons de consommer, quoi. Voilà. Oui, le complément que je suggérais à Mireille, c'est aussi dans le cadre des pratiques, mais qui cette fois-ci sont liées au mode de transformation ou alors au mode de commercialisation et donc de transport, c'est la maturité à récolte. Tous les fruits ou légumes récoltés non mûrs sont forcément beaucoup moins riches en composés qui donnent du goût que quand ils seront mûrs. Donc indépendamment du fait que la génétique les a appauvris, en les récoltant tôt pour pouvoir les transporter pendant 6, 8, 10 jours avant que vous les achetiez, parce que vous avez choisi de les acheter dans des circuits longs, eh ben, ils sont encore plus pauvres en goût. Pour illustrer ce que disait Marc, j'étais avec un maraîcher l'année dernière. Il récoltait ses tomates, il y avait... Désolé. Il récoltait ses tomates et il y en avait les 2 tiers qui étaient vertes. Et je lui ai posé la question, mais du coup, ça, t'en fais quoi? Il me dit, je les vends. Non, mais elles vont devenir rouges, t'inquiète pas. Il y a même des... alors pour les tomates, je sais pas, mais il y a aussi certains fruits et légumes qui sont passés à l'éthylène pour finir... la banane, par exemple, pour finir la coloration. Donc c'est pas mûr, et on passe un produit dessus pour que ce soit joli visuellement, mais du coup, c'est pas mûr, donc moins de goût. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais savoir, du coup, il y a des initiatives, et qu'est-ce qui manque pour que ces initiatives se propagent? Parce qu'elles sont dans des lieux peut-être ruraux, elles sont peut-être partagées par des gens, je sais pas, je demande, est-ce que tu as observé qu'il y avait des ressemblances entre les gens qui venaient de certains milieux sociaux qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des trucs communs, le revenu, une culture, le capital culturel, des choses comme ça? Et qu'est-ce qui manque pour que ça se propage en fait dans les villes, dans les grandes métropoles où on va dans les supermarchés, on n'a pas le temps, etc. Voilà. Oui, c'est vrai que tout ce qui est consommation alimentaire entre guillemets durable, c'est très. Il y a un target social qui est
très défini. C'est un milieu aisé quand même. C'est la classe moyenne haute en fait qui a ces genres de pratiques, qui va à la Biocoop, qui... concrètement, aujourd'hui, c'est un enjeu assez important aussi pour les politiques publiques. En fait, comment rendre accessible ces genres d'aliments à un plus large public. Et en fait, souvent, j'ai l'impression, souvent, il y a plein de gens qui mobilisent l'argument économique en disant le bio est cher. Il y a tout un tas des gros arguments qui viennent systématiquement mobilisés. Et de plus en plus, je me dis à quel point, en fait, c'est finalement ces aliments, désormais, ces aliments, ils sont targetés comme étant propres à une catégorie sociale et que du coup, ça crée automatiquement, en fait, un blocage. Dans mes entretiens, là, c'est très concret, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit... j'ai essayé une fois d'aller à la MAP et je maîtrisais pas je me sentais exclue en fait. Ils avaient tous un vocabulaire que je ne maîtrisais pas et il n'a pas su retourner parce que ils savaient pas parler développement durable et du coup en fait c'est le cadre en fait le fait de se confronter à tout ce monde en fait qui a fait le blocage. C'était pas un argument économique, voilà. Du coup, en fait, il y a plein de types de blocages, mais j'ai l'impression que les initiatives, en tout cas, se multiplient, et aussi les initiatives concernant l'accessibilité à un public beaucoup plus large, notamment ici à Avignon aussi, il y a des choses qui s'émontent. Ça vient, c'est lent, mais comme tout processus, mais il y a des choses qui bougent. On va peut-être faire une dernière question avant de corriger le quiz qui peut amener d'ailleurs de nouvelles questions. Hein. N'hésitez pas, mais c'est pour continuer à rester dynamique parce que j'ai l'impression que vous allez vous endormir sinon. Est-ce que... attends. Tiens. Oui. Pas de dernière question ? Non, ça va, je vais tout le monde en fait en parlant.